Au pas cérémonial, Anthony Bariolé, coiffé en béret rouge, vert et noir, toutes les unités de l'armée et de la police ainsi que la population, les commandements de la 30e région militaire, en tête le gouverneur militaire et commandant des opérations à Ituri, le lieutenant-général Luboya Kashamadjoni, ont rendu les derniers hommages aux voyants militaires et soldats tombés sur le théâtre des opérations à territoire des Djougou le 27 janvier 2023. De la prédication à l'oraison funèbre collective où les qualités de ses compagnons d'armes ont été reconnues par le chef d'état-major de la 32e région militaire. C'est à juste titre que les forces armées de la République démocratique du Congo en général, la force terrestre, la 3e zone de défense, la 32e région militaire et l'état-major secteur opérationnel Ituri en particulier, regrette très profondément vos disparitions. Vous avez été pour nous les modèles. Une cérémonie militaire marquée par la présence de l'inspecteur général de FARDC, le général d'armée Amissi Kumba Gabriel, en mission des commandements en Ituri, qui a interpellé les Ituriens au respect de leur armée. Mboka oyo ezali mboka na biso. Nazali ko benga, ko exhorter nos frères civils que bakozalaka na armée mususu te à part le FARDC. Musala ya soda ezali musala ya sacrifice, ezali musala ya lokumu. Dans la même veine, le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Luboya Kashamadjoni, partage sa peine avec les familles éplorées. Nous ne serons jamais anéantis. Ces hommes sont venus de partout parce qu'ils aiment les Ituriens, parce qu'ils aiment leur pays et ils se sont engagés à les défendre jusqu'au sacrifice suprême. Nzambe na biso, tala ba mama na biso ndenge bazo souffrir awa. Garde-les, protège-les, donne-leur la force d'éduquer nos enfants, ceux qui sont restés seuls sans père. Les commandants des opérations militaires en Ituri réitèrent la détermination et l'engagement des forces armées à restaurer l'autorité de l'État. Notre mission, c'est toujours protéger la patrie. Et nous allons continuer à le faire, qu'il neige, qu'il pleuve, qu'il vente. C'est à 13h que le cortège funèbre collectif a pris la direction du cimetière de Nyamurongo, où les corps de ces vaillants officiers et soldats reposeront désormais pour l'éternité. Retenons que mourir pour son pays est un noble dévouement digne d'enflammer les grandes âmes. Je voudrais poser une question. Le pape compatissant, au moment où on a vu ce sourire s'éteindre. Mais il a donné un message fort. Il faut aller relire le message. Nous n'avions que des représentants. Donc le message s'adresse à tous les Congolais, à tous les non-Congolais, que l'homme créé à l'image et à la ressemblance de Dieu ne peut pas être traité de cette manière. Monseigneur l'évêque, comment dire que le diocèse a tiré une part de cette visite, même si le pape n'a pas été ni en bas ou encore moins à Goma? Non, parce que nous avons eu nos enfants, que nous avons amené 8 au total avec 2 adultes, et qui proviennent tous de la territoire de Beni. Nous avons pris à Eringeti, Baou, Oicha, Mabasele, sur plus de 800, et que nous suivons depuis un certain nombre d'années. Et qu'on a sorti de loin des traumatismes. Les enfants, on les accompagne même dans la scolarisation avec des moyens, avec l'aide de nos bienfaiteurs. La prochaine étape pourrait être quoi après la visite du pape en termes peut-être des résultats, s'il faut les attendre? Il faut mettre en pratique ce qu'on a dit, donc il ne faut pas simplement avoir attendu. Même dans le remerciement, je dis c'est le temps maintenant d'aller méditer. En commençant par l'autorité, ceux qui nous dirigent, nous-mêmes les Congolais, nous devions nous montrer plus dignes et plus fiers de ce Congo et mettre toutes nos forces
toutes nos énergies spirituelles, morales, intellectuelles et humaines pour que notre pays soit plus beau qu'aujourd'hui. Et c'est un succès pour le régime en place, monseigneur, non? La visite du pape? Là, il doit s'interroger si c'est vraiment... Oui. Notre pays n'est pas à vendre. Donc on l'a répété combien de fois. D'ailleurs, le pape, quelque chose que dans une interview qu'il a faite avant de venir, il a dit, c'est comme si l'Afrique en général, et peut-être il pouvait ajouter le Congo en particulier, il y a comme un inconscient collectif. Ils savent qu'ils ont beaucoup de richesses, mais ils donnent l'impression de faire appel à d'autres pour venir exploiter ces richesses. Comme s'ils n'avaient pas eux-mêmes le moyen de les exploiter afin de tirer, d'en profiter. Mais c'est d'autres qui viennent, plus malins qu'eux, qui viennent exploiter et ils ne peuvent laisser, s'ils le font encore, peut-être que des miettes. Et laisser la population dans une pauvreté, dans une misère indescriptible. C'est dans cette logique-là qu'il faut inscrire le message, le récent message du comité permanent de la Sengo qui s'inquiète de la présence de troupes de l'EAC, de tout ça, mais sans paix attendue. Nous le disons depuis longtemps, donc je disais tous nos messages, donc vous trouverez que c'est chaque fois le même, mais quelle est la réponse qu'on entend souvent? On dit, bon, écoutez, les évêques parlent, ils n'ont pas d'armée. Dans tout le cas, ils ne vont pas dresser les gens contre nous. On dit, les chiens aboient et la caravane passe. Il faut qu'ils cessent de... le régime qui n'applique pas ça. Donc, s'ils sont congolais, il faut qu'ils soient vraiment solidaires. Et qu'ils se montrent dignes dans la hauteur des dirigeants du monde qui sont au service de leur peuple. Et puis quelle est la devise de ceux qui nous disent aujourd'hui? Dit le peuple d'abord. Est-ce qu'on peut le dire que c'est vraiment le peuple qui est d'abord servi avant peut-être reconnaissance? Il faut qu'on s'interroge là-dessus. D'abord le peuple. Et en évitant le pape, c'est peut-être aussi ça. Oui, donc il nous l'a rappelé. Oui. Oui. Voilà. Donc il faut que nous ne soyons pas les artisans de notre propre malheur. Qu'en est-il de ces groupes d'autodéfense populaire qui sont d'une certaine manière magnifiés dans l'est du pays? Et bon, on nous accuse aussi d'une autre manière aussi d'être ces gouvernements qui financeraient les groupes armés pour essayer de contrer la rébellion du M23. À votre question, parce que ici, il faut que je rappelle 2-3 choses pour que cela soit bien clair. Que veut le Rwanda ou qu'est-ce que le Rwanda nous reproche? Il nous accuse de soutenir ou d'héberger des FDLR. Ce qui est totalement faux. À travers les livres blancs, nous avons démontré que les FDLR ont toujours été de tout temps combattus, parfois avec eux, parfois nous-mêmes, et qu'aujourd'hui, ils ne sont pas en mesure, aujourd'hui, le Rwanda, de dire qui dirige les résidus de ces groupes qui tuent d'abord les Congolais. Les FDLR, pour nous, est une force, c'est des forces négatives que nous devons combattre. Et c'est évident, nous l'avons dit et redit à plusieurs reprises. Et donc ça, c'est un prétexte fallacieux qu'utilise régulièrement le président Kagame pour justifier sa stratégie de pillage à l'est de la République démocratique du Congo. Nous l'avons démontré de manière claire. Deuxièmement, les troupes rwandaises qui opèrent avec les M23, c'est eux qui ont commis les massacres de Kishiché. Parce que d'après les témoignages recueillis notamment par les Nations Unies, les assaillants parlaient anglais. C'est évident. Comment voulez-vous vous présenter, vous, comme protecteur d'une communauté, en massacrant les membres d'autres communautés? C'est établi. Il y a les différents rapports de Human Rights Watch récemment,
du Bureau conjoint des Nations Unies pour le droit de l'homme, du Barza intercommunautaire établi par les communautés de ce qui s'est passé à Kishiché, de ceux qui ont été ciblés. Alors, lorsque le massacre se passe à Kishiché ou à Bambo, une zone entièrement sous occupation du M23, qui viennent pour piller, qui viennent pour faire du mal, et lorsque les compatriotes qui sont attaqués dans leur logis se décident de répondre par légitime défense. De même, je vous ai donné un cas précis circonscrit. Ont-ils tort de vouloir défendre leur terre? La réponse est évidente. Deuxièmement, pour les Rwandais, il y a déjà un génocide en cours en République démocratique du Congo, mais ils ont oublié ce qu'ils ont, eux, déjà commis à Kishiché. Nous les documentons, on a parlé du front judiciaire. Nous irons jusqu'au bout sur ces registres. Dites-moi, ça s'est produit où? Eux, ils ont connu les génocides de triste mémoire pour toute l'humanité. Mais ces génocides est arrivé parce qu'il y avait des comportements, il y avait des discours. Dites-moi à quel moment vous avez entendu le président de la République ou le porte-parole du gouvernement ou le ministre des Affaires étrangères stigmatiser le membre d'une communauté? Nullement. Alors, on commence à chercher des poux sur nos têtes, parfois sans cheveux. Les forces armées de la République démocratique du Congo collaborent avec les groupes armés, etc. Mais n'oublions pas que notre armée combat les groupes armés depuis. Et donc aujourd'hui, il faut éviter l'amalgame. Lorsque eux, ils essuient de tirs ou des attaques des patriotes parce qu'ils sont attaqués dans leur communauté, ce n'est pas d'abord le fait de l'armée. Non. Nous sommes ici tous, on est mobilisés. Lorsqu'on vous attaque par des assaillants qui viennent dans l'intention de tuer, que vous pouvez vous défendre, c'est de la légitime défense, tout le monde doit le comprendre. Et que pour le président de la République, la ligne est claire. L'armée ne peut pas collaborer avec les groupes armés qu'elle est censée combattre. Le VPM l'a dit ici, l'une des priorités, en tout cas après notre adhésion à la communauté d'Afrique de l'Est, il y avait un processus politique. Et nous, on a rempli notre agenda. Et les groupes armés congolais qui étaient, en tout cas pas manipulés par le Rwanda, comme on voit avec les M23, ont souscrit au processus. Il y a eu 3 phases. Il y a eu le président Kenyatta ici, il y a eu Serge Chibangu dans les Kivu partout, et il y a eu la phase de Nairobi. Aujourd'hui, tous se sont accordés pour déposer les armes et rejoindre le processus de DDRCS. Mais il y a une question qui soulève et qui est pertinente. Faut-il que nous déposons les armes ou que nous cessons de défendre notre pays lorsqu'on est attaqué? Et donc, vous voyez, il y a une nuance qu'il faut faire dans tout ce qui est dit, mais ici, autant nous, gouvernement, on est déterminés à défendre la patrie, autant des compatriotes sont déterminés à défendre la patrie. C'est pour ça qu'il faut que très vite, on règle le problème principal qui exacerbe tous les problèmes que nous dénonçons. C'est l'agression rwandaise, à travers les M23. C'est une guerre inutile qui aura beaucoup de conséquences, parce qu'il faut se poser la question de ce qui restera. J'ai vu des images sur les réseaux sociaux qui m'ont fortement interpellé, des enfants congolais jouant avec des armes et désignant les Rwandais comme ennemis. Le président Kagame n'a aucune conscience de ce que nos pays seront dans 20 ans. L'esprit qu'il est en train de s'aimer aujourd'hui, de par son attitude inutilement belliqueuse, risque d'avoir des conséquences sur les relations congolaises et rwandaises pour l'avenir, parce qu'entre les peuples, il n'y a pas de problème. Et donc, il faut que cela soit bien clair. Nous, République démocratique du Congo, nous sommes conscients de notre responsabilité, nous l'assumons, et nous l'assumerons jusqu'au bout pour que la paix revienne de manière définitive à l'est de la République démocratique du Congo.